Bien, on va pas terminer sur les matrices sans compter un petit peu, et pour ça il nous faut un corps fini. Bon, on va regarder l'espace des matrices de M, Mn, donc de M, petit m ligne, n colonne, à coefficient dans K. Le cardinal de K, ça va être un nombre qu'on appelle en général Q dans la littérature, ça date de Gauss, donc on respecte. Et on regarde le cardinal de l'espace des matrices, ça c'est pas difficile, mais plus délicat, et c'est là où on va voir si on a compris en fait ce qu'on a fait tout à l'heure. Quel est, là ce sera plus l'espace, quel est le cardinal de l'ensemble, pardon, des matrices de M, Mn, de K, de rang R. Hein, vous voyez bien que c'est plus un espace, hein, c'est juste un ensemble. Il n'y a pas de raison que quand on ajoute deux matrices de rang R, ça donne du rang R. Alors, bon, le premier, c'est facile. Ça, c'est un espace vectoriel. Donc, il a une base. Et puis, cette base possède M, N éléments. Entre parenthèses, j'en ai pas encore parlé, mais il possède une base canonique. Hein, c'est ce qu'on appelle les matrices élémentaires, où vous mettez juste un 1 quelque part. Et puis, le reste, c'est que des zéros. Et ce quelque part, c'est le choix d'une ligne et d'une colonne. Donc il y a M, N choix. Donc, à partir du moment où le cardinal d'une base c'est Mn, eh ben, on sait que le cardinal de l'espace c'est Q puissance Mn. Bon, ça c'est clair. Maintenant, pour le cardinal qu'on va trouver de l'ensemble des matrices de taille rectangulaire, hein, de taille Mn, de rang R. Alors là, c'est un petit peu plus délicat, mais je vais faire des rappels parce que ça fait un petit peu longtemps qu'on n'en a pas fait. Quel est le nombre de parties libres à k éléments dans Kn? Bien sûr, petit k, c'est inférieur à n. Eh bien, je vous rappelle, hein, ça c'est un petit peu dans l'esprit du théorème de la base incomplète. La partie constructive du théorème de la base incomplète, on part d'un élément non nul, donc dans l'espace Kn, ben, il y a Q puissance n éléments, moins 1 parce qu'il est non nul, on enlève. Et ensuite, ben, Q puissance n, on va en choisir un deuxième, mais qui n'est pas sur la droite engendrée par le premier. Évidemment, ça fait Qn moins Q, puisqu'une droite, et de cardinal, bah, Q puissance 1, puisque c'est de dimension 1. Puis ensuite, ces deux-là vont former une partie libre, donc ils vont engendrer un espace dont ils sont une base, et il va falloir choisir notre troisième élément hors de cet espace, donc de ce plan, puisque une partie libre engendre à deux éléments, engendre un plan. Donc un plan, ça a Q puissance 2 éléments qu'il va falloir éviter, etc. etc. Et au bout de K coups, puisqu'on cherche K éléments, eh ben, on va jusqu'à Qn moins K moins 1 pour qu'on ait 4 facteurs ici. Donc ce qui fait qu'on a un nombre que je vais appeler CKN de Q, bon, juste là comme ça. Hein. Le nombre de bases, ben, finalement, qu'est-ce que c'est qu'une base? Vous savez que c'est une partie libre à n éléments, donc c'est CNN de Q. Voilà. Donc on va avoir n facteurs de Q puissance n-1 à Q puissance n moins Q puissance n-1. Voilà. Voilà. Donc là, c'est un truc, normalement, ceux qui suivent hein, depuis le début, ils le savent. Ça doit être. Alors, moins classique, le nombre de sous-espaces vectoriels de Kn. Hein, d'accord? Donc, on est en dimension n et on veut des sous-espaces vectoriels de dimension k. Hein, alors, bah oui, c'est CKN sur CK. K. Je vais mettre. Voilà. Oui, hein, pourquoi? Parce que vous prenez l'ensemble ici des parties libres à k éléments dans Kn, donc ça c'est des parties libres, d'accord? Et à chaque partie libre, vous lui associez un sous-espace vectoriel de dimension k, bah oui, c'est le sous-espace que cette famille-là engendre.
Au passage, hein, ça c'est la grassmannienne, ce qu'on appelle la grassmannienne, indice K, N de K. On peut l'écrire comme ça. Donc, maintenant, ben, inversement, donc ici, on a ce GRKN, et ici, on a l'ensemble des parties libres, ici, à K éléments dans Kn. Ici, hein, d'accord? Donc c'est l'ensemble. Maintenant, combien un élément ici possède de préimages? Chaque fois qu'on a une partie libre à K éléments qui engendre, donc ici on va avoir un sous-espace F, d'accord? À chaque fois qu'on a un sous-espace donc de dimension K, F, et à chaque fois qu'on veut une partie libre à K éléments dans Kn qui l'engendre, ça revient à dire que c'est une base de F, puisqu'une partie libre à K éléments qui va engendrer F, forcément, on sait que c'est une base, pour une question de dimension. Parce que F est de dimension K. Donc, on est amené à se demander combien il y a de bases de F. D'accord? Voilà. Combien il y a de bases de F? C'est le nombre de bases de F, c'est CKK, puisqu'on a en dimension F et de dimension K. Donc maintenant, on applique notre lemme du berger, on voit ça comme des petits moutons, d'accord? Ici, c'est les moutons, ici, c'est le nombre de pattes de chaque mouton, et donc, en tout, on va recouvrir tout cet ensemble-là, qui est de cardinal là, et en fait, pour passer de là à là, étant donné que chaque élément a le même nombre d'antécédents, ce qui veut dire que chaque mouton a le même nombre de pattes, on divise par le cardinal du nombre de pattes. Donc on divise le cardinal de cet ensemble par le cardinal de la préimage de chaque élément. D'accord? Voilà. Donc toujours la même idée que si vous voulez compter des moutons, il faut regarder les pattes et diviser par 4, puisque chaque mouton a 4 pattes. Donc ici, c'est CKN sur CKK, et on a ceci, ce cardinal. Là maintenant, on va pouvoir attaquer l'ensemble des matrices de rang R. Et maintenant, on va suivre un petit peu l'idée de la preuve des matrices équivalentes, qui est quand même une preuve assez classique, et c'est bien de connaître quelques grandes preuves classiques pour pouvoir les adapter à des situations. Là, ici, c'est tout à fait le cas. À F donné, on prend une matrice de rang R, donc c'est lié au théorème du rang qu'on vient de montrer, c'est ça que j'essaye d'exprimer. Donc on va plutôt regarder ces matrices-là du côté des applications linéaires, parce que c'est plus souple. On va prendre F, une application linéaire de E dans F, alors E est de dimension N, et F de dimension M, et là on est en rang R. Petit f on lui associe son noyau et son image. Alors son noyau, d'après la formule du rang, c'est un sous-espace de E de dimension n-r. Donc on va dire que c'est dans ce qu'on va appeler la grassmannienne des sous-espaces de dimension n-r de E. Et im de f, qui lui est un sous-espace de grand F de dimension R, par définition, du rang d'une application linéaire. Voilà. Maintenant, on fixe KI, donc là-dedans, donc on fixe un élément, on va essayer de faire exactement pareil. On va montrer ici que dans cette application, donc ça va être un peu les moutons, et chaque mouton va avoir le même nombre de pattes, c'est-à-dire chaque élément ici va avoir le même nombre d'images réciproques. Donc maintenant, on fixe K là-dedans,
I là-dedans, donc ils ont la même ça c'est un sous-espace de E de dimension n-r, I c'est un sous-espace de F de dimension R, et on va regarder toutes les applications linéaires qui ont la bonne, telles que ker de F égale K et im de F égale I. Alors comment je vais faire? D'abord je vais fixer une base de K, d'accord, exactement comme j'ai fait dans mon théorème du rang, et je vais compléter en une base de E. Donc ma base de K, je vais l'appeler ER plus 1 EN, et ma base de E, E1 jusqu'à ER. Bon, on avait mis des primes, mais là, c'est pareil. Voilà. Alors maintenant, F est déterminé par quoi? Ben, petit f est déterminé par, on le sait, de façon unique, par l'image d'une base. Mais maintenant, il y a des contraintes. D'abord, l'image de ER plus 1 EN, ben, ça va être forcément 0, puisqu'ils sont dans le noyau. Donc déjà, là, il n'y a rien à faire. Ça va être envoyé sur 0. Maintenant, combien il y a de données possibles pour l'image de E1, ER? Eh bien, à partir du moment où im de F, c'est I, il faut que les F de E1, F de ER, ben forcément, engendrent I. Parce que eux, il ne faudra pas compter sur eux pour engendrer quoi que ce soit, ça fait 0. D'accord? Donc, en fait, im de F, vous convainquez que c'est engendré par F de E1 jusqu'à F de ER. Mais dans la preuve, on avait vu que F de E1, F de ER, c'était une famille libre. Donc, là, on va avoir pour base, c'est une famille libre à R éléments, exactement la dimension de I. Donc, on va avoir donc ça, F de E1 jusqu'à F de ER est une base de I. Et inversement, à chaque fois que vous vous donnez une base de I, eh ben, il suffit de regarder, hein, d'accord, vous prenez F1 jusqu'à FR, une base de I, il suffit de se donner une application linéaire qui envoie E1 sur F1 jusqu'à ER sur FR, puis le reste sur 0, évidemment, pour que ça vérifie exactement ce qu'on veut que ça vérifie. Donc, le nombre de pattes, F, ne dépend que des bases de I. Voilà, donc ça va être uniquement déterminé par ceci, c'est-à-dire une base de I. Voilà. Alors, le cardinal maintenant de ça, je dis que c'est, maintenant, je suis en train de calculer le nombre de pattes. C'est pas comme ici. Le nombre de pattes, c'est le nombre de moutons fois le nombre de pattes par mouton. Donc ici, le nombre de moutons, bah, c'est ça on l'a calculé. Donc ça va faire alpha, lui c'est alpha n-r n sur alpha n-r n-r, d'après cette formule. La grassmannienne de f, ça va faire alpha r m sur alpha r r, d'après toujours cette formule. Et maintenant, le nombre de pattes, il faut multiplier par le nombre de pattes, et ben, c'est le nombre de bases d'un sous-espace de dimension R, c'est-à-dire alpha R R. Ici, pourquoi j'ai mis des alpha? Je suis désolé, j'avais pensé à alpha, mais ce sont des C, et c'est des C de Q, pardon. Alors après, on rajoute de Q, hein, comme on veut. Voilà. Désolé. J'avais pensé alpha au début, puis après, c'est devenu C. Et on se rend compte que là, on peut simplifier. Donc, ça nous fait le nombre de matrices de rang R, c'est égal au nombre d'applications linéaires dans F de rang R. Et ici, ça nous fait, ici, on a un nombre de parties libres. Un nombre de parties libres est divisé par un nombre de bases, mais pour n-r. Voilà, ça fait un petit exercice, ça vaut le coup. C'est typiquement des choses qu'on demande à l'écrit, c'est-à-dire, des choses, on ne demande pas que ça à l'écrit, évidemment, hein. Il y a des choses plus simples que ça, mais
Des fois, à l'écrit, on tombe sur des problèmes qui sont des adaptations d'un théorème, de la preuve d'un théorème connu, mais dans une situation, il faut se rappeler un petit peu de la preuve pour pouvoir s'en sortir. Et là, vous voyez qu'on a suivi pas à pas la preuve du théorème Durand pour calculer ce cardinal. Donc je trouvais que c'était intéressant et ça permet pour vous de tester si vous avez compris la preuve, si vous en rappelez bien, de la voir une deuxième fois sous une autre forme, etc. Voilà, c'est fini.